Je vous remercie. Je propose qu'on diffère les questions à la suite de l'intervention du professeur Radet, qui va donc nous parler du nouveau barème. Bien, merci. Je voulais commencer par des remerciements qui sont certes d'usage, mais qui sont particulièrement sincères. Et même si je n'ai pas de lien direct avec Grenoble, j'ai des liens par alliance. Et puis je voulais remercier Marielle et Michel pour la gentillesse de leur accueil. Mais ce n'est pas que de la gentillesse. Je voulais vous dire aussi que votre recherche était passionnante, indispensable, parce que les juristes, quelquefois, voient la réalité par le petit bout de la lorgnette. Quand ils la regardent, d'ailleurs, quand ils ne la toisent pas avec un mépris souverain. Élaboré avec de longues années de pratique universitaire derrière eux. Donc c'est vraiment particulièrement instructif, particulièrement important, et ces occasions d'échange, pas simplement avec d'autres universitaires, d'autres spécialités, mais avec les praticiens, sont également particulièrement intéressants. Donc je voulais vous féliciter, et on en parle, non, c'est trop tôt peut-être, vous dire à quel point on est intéressé par ce colloque. C'est Dalloz, droit social. Au-delà de la captation de la parole par l'ex-base, nous ferons un dossier à droit social à partir des contributions de cette journée, parce que le sujet est important et la manière de le traiter me paraît aussi très importante. Donc je serai ravi d'accueillir les articles issus de ce colloque dans la revue Droit social. Voilà. Maintenant c'est dit, c'est fait, c'est trop tard, on ne peut plus reculer. Alors, il a déjà été beaucoup question de ce barème, et je le mettrai entre guillemets, même si les guillemets à l'oral sont généralement assez peu visibles. Parce que l'une des questions qu'on s'est posées ce matin, c'est est-ce que le barème dont on parle est un barème ou pas un barème? Alors, c'est une vraie question. Et en fait, le Code du travail ne l'appelle pas barème. Ce que le Code du travail appelle barème, c'est le barème de conciliation, qui lui est un barème, puisqu'il fixe des échelonnements d'indemnité en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc, il fixe un critère qui permet d'aboutir à des chiffrages. Alors, ce barème de conciliation, vous le savez, il est facultatif. Il est incitatif, parce qu'il bénéficie d'un régime social et fiscal qui est intéressant. Il est plus attractif d'ailleurs que l'ancien barème de 2015 qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et on voit bien le lien qu'il y a entre le barème et le règlement extra-contentieux des différends. En réalité, si on barémise, je vais y revenir, c'est également pour priver d'intérêt la saisine du juge et donc pour favoriser le règlement extrajudiciaire des contentieux. Ça fait partie des objectifs de déjudiciariser le contentieux du licenciement. Alors cette déjudiciarisation, d'ailleurs, elle est sans doute l'objectif principal, qui d'ailleurs en cache d'autres. Pourquoi déjudiciariser? D'abord parce que le juge, c'est un risque pour l'entreprise. C'est une épée de Damoclès, c'est ce que les employeurs appellent un passif social. On déteste cette idée. Alors pour réduire le risque contentieux, vous connaissez les techniques, hein, on réduit les délais de prescription, on durcit le recours aux juridictions prud'homales, et on barémise. Tout ça participe d'une même stratégie qui consiste à déjudiciariser pour limiter le risque contentieux et donc favoriser le règlement pour pouvoir, en quelque sorte, rationaliser le risque et l'intégrer dans une logique de production. Donc là, effectivement, on voit que ce sont des logiques, enfin je parle devant un économiste, mais des logiques économiques qui sont à l'œuvre. Et on veut soustraire le règlement du différend au joyeux empirisme sympathique qui prédomine devant les juridictions prud'homales depuis 1804. Cette manière de traiter les affaires en conciliation, avec un rapport à la norme parfois un peu distant, tout ça on n'en veut pas, ça n'est pas rationnel, ça n'est pas moderne, ça n'est pas post-moderne. Et donc il faut que ce règlement des litiges devienne un élément de la gouvernance, un élément de la stratégie des entreprises, et donc il faut absolument le réduire. Et puis, derrière cette idée d'une extrajudicialisation, j'aurais pas dû l'embagager comme ça ce terme, donc d'une volonté de soustraire le règlement du litige aux juridictions prud'homales, il y a également, il faut peut-être le dire très clairement, une méfiance, pour ne pas dire une défiance à l'égard des juridictions prud'homales. Des juges non professionnels, syndicalisés, quelle horreur, sur lesquels, en réalité, il n'existe aucune hiérarchie et aucune tutelle, dont on n'est même pas sûr que ce soit vraiment des juristes, et qui font à peu près ce qu'ils veulent au niveau où ils interviennent. Tout ça, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on est issu d'une grande école où on apprend la rationalité, la politique publique, les finances, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment un monde assez étrange. Et ce monde, il est en cause. Et les réformes des années 2015-2018 ont bien montré, au travers des règles professionnelles imposées aux magistrats, de la suppression de l'élection, tout ça, c'est effectivement un mouvement de défiance à l'égard des juridictions prud'homales. Et le barème est clairement... Alors, le vrai barème de conciliation et le dispositif Macron est vraiment dans cette
perspective de vouloir soustraire aux juridictions prud'homales le plus de règlements possible. Et bien évidemment, tout ça, derrière, s'inscrit dans une stratégie plus large de réforme du marché du travail, dans laquelle le droit et son impact sur la vie réelle doit jouer un rôle. Alors ça repose sur une croyance qui est alimentée par les économistes néolibéraux, qui consiste à penser que la solution viendra de la réforme du marché du travail, et pas de n'importe quelle réforme du marché du travail, de la réforme du droit du marché du travail, et plus exactement de la réforme du droit du travail du marché du travail. Et tout ça vous est vendu à coup de schémas. Alors je suis très, très surpris et très heureux de voir que les juristes font des dessins avec des petits points et des carrés jaunes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis un juriste alors, old school. Même si j'utilise l'écriture inclusive, je suis un juriste old school. Donc je ne projette rien, j'essaie juste d'utiliser la parole. Voilà, donc ça c'est le contexte de ce barème, il est très important à comprendre parce qu'en réalité tout ça, c'est une stratégie globale de rapport à la norme, de rapport au droit, de rapport à la fonction sociale du droit et de rapport du politique au droit et au judiciaire. Et cette stratégie consistant à déjudiciariser, elle n'est pas propre d'ailleurs au monde du travail. On a parlé du divorce sans juge, tout ça c'est également la volonté de soustraire effectivement le règlement des différends à l'autorité judiciaire et de renvoyer tout cela vers d'autres modes de règlement des litiges. Alors, ça n'est pas d'ailleurs cette idée de barème, alors je vais entendre barème au sens large, c'est-à-dire à la fois le barème de conciliation et l'instauration du barème entre guillemets de contentieux. Ça n'est pas à proprement parler une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est les réactions que ça suscite, et ce qui est nouveau, c'est le plafonnement généralisé, mais l'idée d'un plancher et d'un plafond n'est pas nouvelle. Bon, d'abord, les planchers, vous le savez, existent depuis 1973. Ils n'ont pas d'ailleurs la même logique que les plafonds. Les planchers, ils ont une logique punitive. Ce sont des pénalités légales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a abaissés, parce qu'on ne veut pas stigmatiser les entreprises qui licencient. D'ailleurs, ils ont été divisés par deux, j'y reviendrai. On a divisé par deux les planchers pour diminuer la pénalité légale. Les plafonds, ils ont une autre fonction. Mais les plafonds, ils ne sont pas nouveaux. En 1973, on avait déjà mis en place un plafond. C'est le plafond de 1 mois qui vient sanctionner le non-respect des règles de procédure lorsque le licenciement est justifié. Donc techniquement, ça n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est que le plafond qui ne s'appliquait jusqu'à présent qu'à l'indemnité qui répare le non-respect d'une règle de procédure, et qui d'ailleurs est maintenu dans le dispositif Macron, ce plafond, il est transposé à l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, la grande indemnité. Et donc la nouveauté, elle est là. C'est que jusqu'à présent, il y avait des pratiques, il y avait des habitudes, il y avait des coutumes. Le 1 mois, 1 an, par exemple, vous avez mis à jour d'autres coutumes. Donc il y avait des coutumes judiciaires, mais ces coutumes judiciaires avaient un caractère très sociologisant et finalement faiblement normatif, même si en réalité on s'aperçoit en observant d'ailleurs les tableaux d'indemnisation qu'il y a des constantes qui sont importantes. Donc cette mise en place d'un plafond dans l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, c'est effectivement ce qui a été introduit par l'ordonnance du 22 septembre 2017, alors qui a d'ailleurs été retouché à 2 reprises depuis 2017, ce qui n'est quand même pas très sérieux, parce que ce qui veut dire quand même que quand vous mettez en place une ordonnance le 22 septembre, que vous la réécrivez le 20 décembre, et que vous y retouchez le 29 mars 2018, c'est vraisemblablement qu'il y a un petit problème. Alors, les retouches sont purement formelles, donc il n'y a pas eu de changement de règles dans les retouches, mais simplement on a voulu écrire les choses différemment, ce qui veut dire concrètement que ça a été mal écrit le 22 septembre 2017. Il faut dire que les ordonnances ont été rédigées à marche forcée par une équipe extrêmement réduite au sein du ministère, et d'ailleurs extrêmement réduite. La maîtresse d'œuvre de la réforme vient de quitter le ministère et est partie chez Orange. J'allais dire mission accomplie, on peut enfin quitter le ministère et repartir dans la vraie vie, celle des affaires. Je ne l'ai pas dit, ça a été enregistré, on coupera au montage, excusez-moi. Je rappelle que le directeur de cabinet de la ministre du Travail est un ancien responsable aussi du MEDEF. Non, je dis ça comme ça, il est charmant, mais c'est pas une critique, c'est juste une observation sur la culture de ceux qui ont élaboré le barème. C'est une culture d'entreprise, les choses sont claires sur l'orientation néolibérale de ce gouvernement. Pour ceux qui avaient cru que ce n'était pas effectivement un gouvernement néolibéral.
Alors, je voulais en quelques mots parler du barème, nous dire un peu ce qu'il a dans le ventre, ce barème, hein, sur son impérativité. Et puis, je parlerai ensuite du déplafonnement, parce que c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est quelle est l'effectivité du plafond. Je ne parlerai pas de stratégie de contournement, je dirais simplement de marge opérationnelle laissée aux acteurs. Et que les acteurs pourront mobiliser en toute légalité, évidemment. Alors, la question de l'impérativité du barème. Alors, d'abord, il faut rappeler, pour ce qui est du domaine, donc des indemnités qui sont visées, que ce barème concerne l'indemnisation des licenciements prononcés sans cause réelle et sérieuse. C'est vraiment le défaut de cause réelle, et sérieuse qui est visé, mais par son emprise sur le licenciement, il concerne également d'autres postes de préjudice. Par exemple, il va concerner aussi, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le non-respect des règles de procédure, puisque vous ne pourrez pas cumuler les indemnités. Il va concerner également le non-respect des règles de motivation de la lettre de licenciement. On n'a pas parlé de la modification sur la sanction du défaut de motivation, mais là encore, on est dans la volonté de réduire le formalisme, la sanction du formalisme et le risque. Donc, on comprend que c'est le défaut de cause réelle et sérieuse, et comme c'était le cas d'ailleurs depuis 1973, les préjudices qui sont cumulés par la loi, dans la limite du plafond, à l'intérieur de ce barème. Alors, que prévoit le barème, entre guillemets? Alors, d'abord, il prévoit des planchers, vous le savez, ça n'est pas nouveau, avec, à la question qui est le gagnant, enfin, quels sont les salariés qui sont les gagnants de l'ordonnance du 22 septembre, je ne sais pas si on peut appeler ça des gagnants, ce sont les salariés qui ont moins de 2 ans et qui, avant l'ordonnance du 22 septembre, ne bénéficiaient pas d'un plancher, puisqu'il fallait avoir ancienneté de 2 ans et un effectif d'au moins 11 salariés. Donc les salariés qui ont 1 an d'ancienneté ont désormais un plancher qui est d'1 mois pour les entreprises de 11 salariés et plus, et un demi-mois pour les effectifs de moins de 11 salariés. Ce sont les seuls gagnants de la réforme. Tous les autres sont perdants. Voilà. Les autres, ils ont leur plancher divisé par 2, puisque à partir de 2 ans d'ancienneté, le plancher est de 3 mois, et il est de 3 mois jusqu'à la fin. À partir de 2 ans, c'est 3 mois, donc c'est divisé par 2 par rapport à la situation antérieure. Alors, la vraie réforme, c'est celle des plafonds, évidemment, puisque les plafonds sont fixés entre 1 et 20 mois. 20 mois, c'est à partir de 19 ans d'ancienneté, et 1 mois, c'est c'est pour une ancienneté inférieure à 1 an. On verra la question du déplafonnement dans la deuxième partie, mais c'est la règle. Alors, entre les deux, c'est-à-dire entre le plancher et le plafond, on est sur le système d'évaluation souveraine par les juridictions du fond. Peut-être qu'il faut le redire, ça n'est pas un barème, en réalité, de ce point de vue. Et la question de la prise en considération de l'ancienneté comme critère d'attribution des dommages et intérêts n'est pas dans la réforme Macron. La prise en compte de l'ancienneté, c'est une variable de la fixation des planchers et des plafonds, pas de l'indemnité comprise entre les deux. Alors vous allez me dire, si on nous plafonne à 20 mois et qu'on nous dit que le plafond il est lié à l'ancienneté, c'est qu'il y a un lien entre l'ancienneté et le préjudice. Non, le plafond n'est pas le préjudice, le plafond c'est le plafond. Donc entre les deux dents de la fourchette, si j'ose dire, enfin c'est plus une fourchette, là c'est une fourche, les critères traditionnels, la liberté et le pouvoir souverain des juridictions du fond n'est pas touché. Et donc il serait intéressant, je pense que l'étude le démontre et le démontrera par la suite, il serait effectivement intéressant, au-delà du témoignage des avocats de salariés qui nous disent « nous obtenions habituellement beaucoup plus que 20 mois ». Bon, d'accord. Mais il sera intéressant de voir la réalité du plafonnement, c'est-à-dire de comparer à affaires identiques quel est le pourcentage d'affaires et qui sont les victimes du plafonnement. Parce que le ministère a vendu la réforme comme étant en réalité une application d'une espèce de lecture statistique des sommes habituellement données. Donc l'évaluation va le montrer, je pense qu'il faudra la généraliser, et il faudra à un moment donné, puisqu'il y a un comité d'évaluation des ordonnances Macron qui a commencé à rendre ses travaux, puisqu'on a eu un rapport d'étape au mois de décembre qui était assez intéressant. Le rapport d'étape qui a été publié sur le site de France Stratégie au mois de décembre montre d'ailleurs que l'entrée en vigueur de la réforme n'a pas eu un impact significatif, mais ça c'était depuis 2015, sur le nombre d'affaires prud'homales, qui a été réduit d'environ 18% par an en 2016 et en 2017, et surtout que ça a entraîné un ralentissement de l'augmentation de la durée des procès. Voilà.
on en est là pour l'instant, mais le rapport est très prudent sur l'impact. Il faudra bien évidemment plusieurs années avant d'en mesurer l'impact réel. Donc dans la fourchette, pouvoir souverain des juges du fond, c'est très important. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas un barème, puisque les juges continuent de fixer librement les critères avec lesquels ils vont apprécier le préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse. Alors la vraie question, c'est celle du déplafonnement. Et c'est une vraie question, ça me permettra de rebondir quand je ferai mon Jean Mouly cet après-midi. Cet après-midi, je mettrai une fausse moustache pour me transformer en Jean Mouly. Ce qui est un honneur, puisque j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour Jean Mouly, donc je serais très heureux d'emprunter ses habits. La question du déplafonnement et de sa réalité est très importante parce que je pense qu'elle est un déterminant de la question de la conformité à la Charte sociale européenne. On y reviendra cet après-midi. Alors, il y a deux manières de penser le déplafonnement. Soit au travers d'un cumul d'indemnisation, c'est-à-dire de la possibilité d'attribuer des dommages et intérêts pour des postes de préjudice qui ne sont pas dans le barème, soit il y a le déplafonnement proprement dit, c'est-à-dire on est sur les postes de préjudice qui sont enfermés dans le barème, mais l'ordonnance, la loi maintenant, prévoit une hypothèse de déplafonnement. Donc les cumuls et le déplafonnement proprement dit. Alors la question des cumuls, elle est envisagée par le Code du travail, mais en réalité ce sont des faux cumuls. Puisque ce sont des cumuls qui sont possibles dans la limite du barème. Alors ce sont des vrais cumuls, mais dans la mesure où ce cumul ne permet pas de déplafonner l'indemnisation, ça veut dire simplement que vous pouvez attribuer une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, vous pouvez fixer un préjudice pour défaut de motivation, vous pouvez fixer un préjudice pour non-respect des règles procédurales, vous pouvez indemniser le non-respect de la saisine des commissions conventionnelles disciplinaires dont la violation n'est plus considérée comme un défaut de cause réelle et sérieuse, mais qui constitue tout de même une règle de procédure dont la violation peut générer un préjudice spécifique. Donc vous pouvez multiplier les postes de préjudice, mais ça ne vous permettra pas d'obtenir le déplafonnement, puisque la loi prévoit dans la limite du barème. Donc ce sont des cumuls sans déplafonnement. Ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse du cumul avec déplafonnement. Et là, l'identification de l'objet de l'indemnité, qui vient réparer le préjudice consécutif au défaut de cause réelle et sérieuse, est important parce que ça ne concerne que l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse. Et la vraie question, alors je ne veux pas renvoyer à l'étude de Ménel Decaisse publiée à Droit Social qui a fait quelques vagues et qui a valu un échange viril mais correct avec Jean Mouly. La notion de licenciement abusif, dont on peut considérer habituellement qu'elle est synonyme de licenciement sans cause réelle et sérieuse, redevient intéressante. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un licenciement abusif, au sens technique du terme, indépendamment de la justification du licenciement, parce que l'employeur s'est mal comporté, vous savez, ce sont ces affaires que vous avez devant vos conseils de prud'homme, rocambolesques, de l'employeur qui prend sa secrétaire sur sa chaise roulante, qui la sort du bureau et qui la propulse dans le couloir pour l'expulser. Ce sont les licenciements qui se passent mal, où l'employeur est discourtois, violent, ne respecte pas les délais de procédure, fait perdre la face aux salariés publiquement, le fait à des moments qui sont inopportuns. Eh bien là, on n'est pas sur un problème de justification du licenciement. Peut-être que le salarié avait commis une faute grave qui justifiait son licenciement. Peut-être que le motif économique est avéré. On est dans un abus du droit de prononcer le licenciement. Et là, on est hors barème. Alors, je ne suis pas persuadé que le ministère ait bien voulu que cette indemnité pour licenciement abusif soit hors barème, mais à mon sens, elle est hors barème. Parce qu'il ne s'agit pas de sanctionner un défaut de justification, mais de sanctionner l'employeur en raison de la faute qu'il a commise en prononçant un licenciement qui est par ailleurs justifié ou injustifié. Alors je sais que certaines juridictions prud'homales ont commencé à attribuer des indemnités pour licenciement abusif hors barème. Je serais d'ailleurs assez curieux de savoir si dans la salle ça a déjà été prononcé, et notamment pour les salariés qui sont soumis aux plafonds les plus bas, puisque quand vous avez un salarié avec une très faible ancienneté, les plafonds sont très bas, et donc quand vous obtenez un demi-mois ou un mois de salaire comme plafond d'indemnisation du défaut de cause réelle et sérieuse, et que par ailleurs le licenciement a été prononcé de manière vexatoire, injurieuse par l'employeur, il ne s'agit pas d'une hypothèse de déplafonnement, il s'agit d'une hypothèse de sanction d'un comportement qui, lui, n'est pas soumis à la règle du barème. Donc là, il y a une marge de manœuvre. Alors bien sûr, ça reste souvent du préjudice moral, mais ça reste évalué de manière souveraine par les juridictions du fond, et on sait très bien que le préjudice moral, ça peut être 3, 4, 5, mais ça peut être 10 000 euros. On a des juridictions dans d'autres types de contentieux qui sanctionnent
de manière assez importante les employeurs au travers de l'indemnisation du préjudice moral. Et donc là, je serais curieux d'avoir votre retour, vous, conseiller Prud'homme, sur la question. Et puis, il y a la question du déplafonnement. Elle est très importante. Alors, ça n'a pas empêché les Finlandais de se faire retoquer leur barème par le Comité européen des droits sociaux, on y reviendra, parce que je pense qu'on n'a pas forcément bien lu jusqu'au bout l'arrêt contre la Finlande, mais ça c'est le teasing pour cet après-midi, quand je ferai mon Jean Mouly. Le déplafonnement, ce sont les hypothèses dans lesquelles la loi elle-même écarte le plafond et impose un plancher de 6 mois. Donc c'est retour au plancher de 6 mois et mise à l'écart du plafond. Et la liste des cas de déplafonnement est relativement importante. Alors, la liste est fermée. Le législateur ne vous permettra pas d'inventer des cas de déplafonnement qui ne sont pas prévus par la loi. Ça résulte de la lecture même de l'article L1235.3. Mais les cas qui sont visés par la loi sont relativement accueillants parce qu'on y retrouve tous les cas de nullité. Et on y retrouve notamment la violation d'une liberté fondamentale. C'est le prolongement de la jurisprudence Claveau, de l'arrêt Pimouguet de 2001 et de tous les cas de violation de liberté fondamentale. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut inventer des libertés fondamentales. Hein, la liberté de porter un Bermuda, par exemple, est-ce qu'elle est vraiment fondamentale? Ça peut se discuter. Hein. Michel, non? Michel est modérément enthousiaste sur le port du Bermuda. C'est dommage, il te va si bien. Il y a ici matière à discuter ce qu'est la liberté fondamentale, quelles sont les libertés fondamentales et quels sont les cas de violation de liberté fondamentale. Et puis on retrouve les licenciements discriminatoires, les licenciements sanctionnant les atteintes au droit de saisir le juge, alors ceux qui sont consacrés par la loi, c'est-à-dire bien sûr ceux qui sont consacrés par la jurisprudence, mais qui relèvent de la liberté fondamentale, parce que c'est la liberté fondamentale d'agir en justice, de témoigner en justice, donc ça a été consacré par la jurisprudence, discriminatoire, les licenciements liés à des harcèlements, à la fois les licenciements en tant que victime et les licenciements en tant que dénonciateur. Je n'ose pas parler de lanceur d'alerte parce que je trouve que c'est un peu dévoyé le terme, mais les dénonciateurs, les témoins et les victimes sont protégés. Et puis, tous les licenciements de salariés protégés. Bref, à chaque fois que vous avez une cause de nullité, vous avez un déplafonnement. Les causes de nullité, ça veut dire simplement ici qu'on va sanctionner le comportement de l'employeur. Le comportement de l'employeur. Donc, on peut considérer parmi les variables qu'il y a à la fois l'ancienneté du salarié, mais également le comportement de l'employeur. Alors cette volonté de sanctionner le comportement de l'employeur, elle est liée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a garanti un principe de réparation intégrale pour les victimes de responsabilité liée à des fautes. Ça a été consacré dans l'arrêt sur la faute inexcusable en matière de droit de la sécurité sociale, où le fait qu'on ait affaire à une faute inexcusable a permis de créer des postes de préjudice qui ne sont pas prévus par le Code de la sécurité sociale. C'est pour ça d'ailleurs ici qu'on a réservé l'hypothèse des licenciements nuls, mais ces hypothèses de licenciement nul, elles garantissent le droit à réparation intégrale pour les comportements les plus inacceptables de l'employeur. Donc si vous ajoutez les déplafonnements qui sont prévus par le texte et la possibilité pour les autres cas de sanctionner des comportements d'employeurs indélicats alors même que le licenciement serait justifié, vous avez quand même un certain nombre de marges de manœuvre pour écarter le plafonnement. Alors ça ne règle pas la question, qui est la question, j'allais dire, morale, de le caractère souhaitable du barème ou pas, mais malheureusement, pour ce qui est de la question du caractère souhaitable ou moral du barème, le Parlement a tranché. Voilà, on parlera cet après-midi de la question de la conventionnalité. Je vous remercie. Alors, sans aucun doute, il y a des questions dans la salle. Jean-Claude Caux, conseil de prud'homme de Chambéry, encadrement. C'est plutôt pour M. Radet, ma question. La prise d'acte. Parce que la prise d'acte, ça peut être considéré comme une démission ou comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et si vous avez le barème, ça interpelle quand même, puisque souvent, quand il y a une prise d'acte, le salarié a déjà un autre travail en perspective. Donc le préjudice risque de ne pas forcément être estimé le même. Quelle est la position? Parce que là, vous n'en avez pas parlé du tout. Alors, je ne l'ai pas dit, effectivement. L'ordonnance a prévu que le barème, enfin le plafond, s'appliquait aux prises d'acte et aux demandes de résiliation judiciaire lorsque les deux produisent les effets d'un licenciement, c'est-à-dire lorsque la demande du salarié est justifiée. Disons, pour le juge qui devait estimer le préjudice, ça interpelle quand même.
Mais alors, la question est intéressante, mais le problème n'est pas différent lorsque le salarié était licencié, parce que, compte tenu des délais de traitement moyens des affaires devant les juridictions prud'homales, on est à plus de 17 mois. Quand le Conseil de prud'homme statue 1 an et demi après les faits, je ne peux que souhaiter que le salarié ait retrouvé un emploi et qu'éventuellement il l'ait retrouvé rapidement. Mais j'y reviendrai un tout petit peu cet après-midi. La vraie question qui se pose, et j'avoue que les juristes que nous sommes peut-être un tout petit peu responsables de l'état de la jachère dans laquelle nous sommes aujourd'hui sur la compréhension des postes de préjudice post-licenciement. La vraie question, c'est on répare quoi lorsqu'on indemnise un défaut de cause réelle et sérieuse? Et encore un autre teasing. Si on dit on répare le fait que le salarié a été privé de ses ressources après le licenciement, on mélange deux choses. On mélange la perte d'emploi qui est la conséquence du licenciement. Or, le licenciement, même si c'est difficile à entendre, c'est un droit fondamental de l'employeur. Et on confond ça avec le préjudice qui résulte de l'absence de justification. Donc, le préjudice qui résulte d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être confondu avec la perte des salaires liée à la perte de l'emploi. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, hein, je suis bien d'accord. Mais ça, c'est les universitaires, ils peuvent dire des choses et puis ensuite, vous laissez le soin d'en tirer les conséquences pratiques. Mais ça ne peut pas être la même chose. Et j'y reviendrai parce qu'il y a aussi l'assurance chômage. Et l'assurance chômage, ça indemnise les conséquences de la perte d'emploi. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte non plus des revenus de remplacement. Mais voilà, techniquement, la prise d'acte et la résiliation judiciaire, lorsqu'elles produisent des effets d'un licenciement, sont soumises au barème. Mais effectivement, dans la fourchette entre le plancher et le plafond, les conseillers prud'hommes sont totalement libres pour se fixer les critères qu'ils souhaitent pour déterminer le préjudice. Avec cette réserve, quelle est la place que tient le fait que le salarié a retrouvé un emploi? Et je rappelle que si la prise d'acte et la résiliation judiciaire produisent des effets d'un licenciement nul, il n'y a pas de plafond. C'est vraiment un système d'analogie totale avec le licenciement prononcé. Il y a une question. Antoine Jameau. Je ne veux pas attendre mon propos conclusif de cet après-midi pour féliciter nos jeunes collègues, je peux dire jeunes collègues, de Grenoble d'avoir entrepris et mené à bien cette investigation. Je crois que c'est un type de travail très précieux. J'ai un plaisir particulier à le saluer parce que, et je pense qu'Isabelle Saint aurait le même plaisir, parce qu'il me semble que ce type de travail, qui est un travail de sociologie du fonctionnement de la justice, qui a pour terrain empirique les actes de justice, qui sont du terrain empirique, et il me semble que globalement c'est quand même plus robuste que les investigations à base d'enquêtes, d'interviews d'acteurs. Ça a été, me semble-t-il, inauguré, en tout cas systématisé dans le cadre de ce qui a été mon 4e enfant, le Centre de recherche critique sur le droit de l'Université Saint-Étienne, qui a quelques attaches d'ailleurs avec une histoire grenobloise, mais c'est une autre affaire. Et je trouve que c'est effectivement très précieux, mais c'est très ingrat comme travail. Alors, malgré cela, j'espère que vous entendez récidiver et puis mettre en chantier, alors c'est vrai qu'il y a des questions de financement, mais mettre en chantier une investigation sur le fonctionnement, sur l'usage social, pour parler rigoureusement, des dispositions nouvelles. Avec évidemment la perspective de beaucoup de travail pour un résultat qui est difficile à populariser. Hein. C'est beaucoup plus difficile de tirer des enseignements et de les diffuser même dans la communauté des juristes ou dans les communautés du mouvement syndical ou du mouvement patronal, que les propos d'estrade qu'on peut tenir. C'est vrai que c'est assez ingrat. Et puis il y a tout un travail d'interprétation auquel on se hasarde. Vous avez aventuré, mais nécessairement des interprétations. Des interprétations de certaines données. Bon, ce sont des hypothèses. On est dans un domaine de la sociologie où effectivement on fait beaucoup d'hypothèses, ce qui n'empêche que c'est une activité, une pratique scientifique. Alors, j'ai relevé, et c'est un lien avec un des points nombreux que vient d'aborder Christophe Radet, que dans vos investigations, vous avez mis en évidence, sans présenter les choses en ces termes, la prise en considération du licenciement abusif, qui est une figure qui n'a jamais disparu depuis 1973, bien qu'il y ait eu des discussions. Hein. Les anciens se souviennent qu'il y a eu des discussions dans les années 70, mais en fait, ça n'a jamais disparu. Effectivement, on peut en tirer des conséquences tout à fait importantes. Alors, je voudrais maintenant poser une question très précise d'information à Christophe Radet. Effectivement, vous avez dit que le gouvernement avait vendu le référentiel obligatoire, parce que c'est ainsi que s'exprime la loi d'habilitation,
en disant on a pris en compte, on a en quelque sorte consacré les pratiques. Qu'en est-il exactement? Est-ce que, parce que je n'ai pas regardé ça de très très près, mais y a-t-il eu un travail sérieux de prise en considération de données puisées dans la pratique pour fixer ces taux? Ou si c'est simplement de la rhétorique? Alors c'est d'abord de la rhétorique, mais a priori ça n'est pas que de la rhétorique. Ce que j'ai entendu dire, parce que le gouvernement, enfin Isabelle Saint va peut-être répondre, moi ce qui m'a été dit par le cabinet de la ministre, puisqu'ils ont invité un certain nombre d'universitaires au moment de la réforme pour faire le service après ordonnance. Officiellement pour nous demander ce qu'on en pensait et officieusement pour nous vendre les clés de la réforme, pour être sûr qu'on avait bien compris le message du gouvernement. C'était charmant, c'était comme ça d'ailleurs qu'on a vu que le ministère du Travail c'était le désert. Il y a 8 personnes qui y travaillent, enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, il y a 8 conseillers, c'est tout, enfin, c'est tragique. On nous a dit qu'on avait fait travailler des équipes de Normal Sup, un laboratoire de statistiques de Normal Sup, sur des séries de décisions, notamment de cours d'appel, qui ont utilisé d'ailleurs, alors est-ce qu'on peut appeler ça l'intelligence artificielle, en tout cas des algorithmes, pour essayer effectivement de faire des séries statistiques sur les indemnisations, et notamment la variable qui avait été entrée, c'est comme ça que moi on m'a vendu l'affaire, avait été notamment l'ancienneté des salariés, qu'ils considéraient eux comme étant une variable pertinente. Je ne pense pas que l'ancienneté soit une variable pertinente. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le Conseil constitutionnel a dit que c'était pertinent. Cet après-midi, j'y reviendrai peut-être. Mais en tout cas, moi, ça m'a été présenté comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez eu accès aux vrais chiffres. Je n'ai pas accès à plus d'informations. Simplement, il faut signaler que ça veut dire que les données qui ont été utilisées avec des algorithmes dont on sait que ça donne des informations au moins aléatoires quand on voit ce que proposent les entreprises qui proposent de la gestion prédictive, et que ça a été travaillé sur la base d'une décision de cour d'appel pour créer un référentiel qui s'applique pour des décisions de première instance, qui en soi est une vraie difficulté. Et ce qui accrédite l'idée que de toute façon, on ira en appel, je mets des guillemets, qui est un discours que l'on entend beaucoup dans le discours patronal. Éventuellement. Et je voudrais faire une remarque supplémentaire hors sujet, qui est que dans la présentation que vous nous avez faite, alors effectivement, on y associe Antoine Jameau pour saluer ce travail, parce que ce sont des types de travail qui est rare, qui est ingrat, qui est extrêmement utile. Vous nous avez dit que parmi les différents éléments de critères d'appréciation du montant, il y avait l'idée de dommages et intérêts punitifs. Et pour revenir sur la question de la fabrication des barèmes et des projets politiques qui portent la fabrication des barèmes, fabriquer un barème, ça oblige à savoir ce qu'on veut indemniser. On ne peut pas indemniser à la fois le préjudice subi par le salarié qui a été licencié et fixer une peine pénale, parce que les logiques de calcul du montant sont pas les mêmes. Par exemple, la taille de l'entreprise, elle est sûrement très importante pour calculer une peine pénale, parce que évidemment le montant est très différent, sera reçu très différemment selon la taille de l'entreprise. Si on se fonde sur le préjudice subi par l'entreprise, l'élément de la taille de l'entreprise, sauf sur des perspectives économiques pour préserver l'entreprise, mais sur le calcul du préjudice, ça n'a aucune influence. Donc l'idée aussi de créer ce type d'outil, c'est d'obliger de se mettre un petit peu plus au clair avec ce qu'on indemnise quand on fixe les dommages et intérêts. Non seulement les différents postes de préjudice subis par l'employé, mais aussi est-ce qu'on est sur la question du préjudice ou est-ce qu'on est sur la question des dommages et intérêts punitifs. Alors, la dernière. Merci. Donc, je ne suis plus conseiller prud'homal. Je l'ai été 15 ans, mais je suis défenseur syndical pour la CGT maintenant. Et deux questions, une remarque et deux questions. Il y avait une étude, j'ai lu quelque chose qui avait fait une corrélation de la santé du bassin économique grenoblois avec les décisions de la Cour d'appel sur la condamnation justement du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Je crois que c'était des politistes ou des économistes grenoblois c'était pas des juristes, mais qui avaient fait cette étude-là. Et c'était intéressant de pouvoir lire ça à l'époque de la présidence de la Chambre sociale par Madame Brunner, je crois, c'était ça. Et donc, du coup, il y avait eu toute une étude, justement, économique. Et à mon avis, ça serait intéressant de corréler, parce que la réparation, pour moi, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est intéressante sur la capacité qu'a à retrouver du travail, ce que vous avez donné comme critère. Et du coup, est-ce qu'il y a un volet d'analyse qui va être fait sur ces données-là? Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, mais on y a déjà répondu un petit peu, c'était la question de comment ils ont créé ce barème. Parce qu'en fait, pour moi, elle est importante.
Et de ce que j'ai pu lire, alors que ça soit dans les lectures de l'Assemblée nationale, les rapports qui ont été donnés d'impact et tout ça, effectivement, ils ont pris le niveau bas, je crois, des indemnisations qui avaient été données. Et que du coup, c'est la courbe qui est en bas qu'ils ont choisi, pas la courbe moyenne, pas la courbe du haut, et que du coup, quelque part, c'est une trace d'une volonté qui est derrière ça, quoi, de la réparation. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Mais bon, vous avez déjà un peu répondu. Non, mais le plafonnement, il est, comme son nom l'indique, destiné à limiter les indemnisations. Donc oui, ils n'ont pas fixé un plafond très haut, où on pourrait, même quand on est très grand, ce qui est votre cas, sauter sans toucher le plafond. Non, non, là, avec ce plafond-là, si vous sautez, vous prenez le plafond au bout de 10 cm. Oui, le plafond est bas. Mais il a été fait pour ça. Il a été fait aussi pour limiter les coûts de la rupture. Et pour inciter les salariés à accepter les règlements amiables sur la base du barème. Si vous avez un plafond à 1 mois, l'entreprise va aller en négociation très simplement. L'aléa qui justifiait que le salarié refuse de transiger et aille tenter sa chance devant les prud'hommes, cette stratégie-là aujourd'hui, elle est complètement bouleversée par la perspective avec certitude de se heurter au plafond devant les prud'hommes. Donc on est effectivement clairement devant un choix stratégique, qui est un choix qui est idéologique et économique.